Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en cette soirée du jeudi 17 mars 2022. Bonsoir à tous. Et dans les actualités de ce jour, page politique, le gouvernement devra suivre la vitesse du président de la République selon les propos des députés questionnés par nos journalistes aujourd'hui. Il devra également être un pouvoir exécutif de proximité qui apportera des solutions aux maux de la population, affirme de son côté un représentant des collectivités territoriales décentralisées. C'est Sylvain Aniena Martina et Secha Adjenab nous en disent plus. Des ministres qui apportent des solutions et des résultats concrets au quotidien de la population malagache, telles sont les attentes pour ce gouvernement, selon les réactions des élus aujourd'hui. Un travail efficace et rapide, ces ministres devront être capables de réaliser les vélins du président dans leurs domaines respectifs. De ce fait, les maires attendent plus de concrétisation au niveau des communes et des districts, car c'est la seule façon de garantir une bonne gouvernance et la décentralisation, affirme ce maire élu dans la commune de la Kamis Anjanmadiou, dans le district d'Indozourbe aujourd'hui. Ainsi, il faut que les ministres fassent des descentes et collaborent de près avec ces élus, souligne-t-il. D'un autre côté, les tâches qui attendent ce nouveau gouvernement ne seront pas faciles. Le pays a traversé des crises sanitaires et il est encore en plein redressement après le passage des cyclones. Il devra encore passer cette nouvelle crise entre la Russie et l'Ukraine. Le parti politique TGV est confiant et souligne que ce sont des ministres capables de traverser vents et marées pour le pays, mais surtout d'accomplir leur mission. Quoi qu'il en soit, ces élus suivront de près les travaux de ce nouveau gouvernement afin que cela ait un impact sur la population. L'objectif est de restaurer la confiance du peuple en la justice, d'après le garde des Sceaux, ministre de la Justice, François Rakouza, fit ce jour. Dans ce sens, le ministère va multiplier les efforts pour réaliser le vélin du président de la République, qui est la lutte contre la corruption et une justice équitable. La passation entre l'ancien ministre de la Justice par intérim et le nouveau garde des Sceaux a eu lieu aujourd'hui au ministère de la Justice, Faravouech. Fati Merkoufé, Nibjan ont été également sur place. Dans le cadre de la réalisation du vélin du président de la République, la lutte contre la corruption et une justice équitable, les efforts devront être multipliés dans le secteur judiciaire, d'après le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Rakouza François ce jour. Les infrastructures judiciaires vont donc être réhabilitées, la lutte contre la corruption va être renforcée, et les procédures judiciaires vont être accélérées afin de se rapprocher de la population et de restaurer la confiance de cette dernière en la justice, toujours d'après les propos du garde des Sceaux ce jour. Toutefois, cela nécessite la contribution de tous et un comportement modèle de tout un chacun, et particulièrement de la justice. La passation entre l'ancien ministre par intérim, Gisèle Ranimp, et le nouveau garde des Sceaux a eu lieu ce jour au ministère de la Justice Faravouich. Et l'aménagement du territoire doit être adapté au contexte actuel, d'après le ministre de l'Aménagement du territoire et du service foncier aujourd'hui, raison pour laquelle l'État malagasy a décidé de suspendre les remblais. Toutefois, cela nécessite des améliorations dans le mode de travail, particulièrement dans le secteur foncier, dans lequel on a constaté plusieurs dysfonctionnements. La passation entre le représentant de l'ancien ministre et le nouveau ministre de l'Aménagement du territoire et des services fonciers a eu lieu aujourd'hui à nous. C'est toujours un reportage de Fati Merkoufé et Yves Janel. Antananarivo a été inondé suite au passage des cyclones. L'évacuation des eaux était impossible, les inondations étaient donc inévitables, surtout dans les zones basses. D'un autre côté, le nombre de la population croît rapidement, car si auparavant, Antananarivo comptait 200 000 habitants, nous dépassons actuellement les millions, sans mentionner les constructions et remblements illicites. Par conséquent, l'État malagasy a décidé de suspendre les remblements d'après le ministre de l'Aménagement du territoire et du service foncier ce jour. La politique de ce ministère suit la vision du président de la République et vise le rapprochement de la population pour les problèmes. Dans cette optique, une amélioration du mode de travail est nécessaire, surtout dans le secteur foncier, un secteur assez important pour les Malagasy. La passation entre le représentant de l'ancien ministre et le nouveau ministre de l'Aménagement du territoire, Pierre Holder Amaoulmassi,
a eu lieu ce jour au siège du ministère à Anossi. Le permis d'exportation d'or sera rétabli une fois que des nouvelles normes seront mises en place. Une nouvelle valeur de référence sera également fixée sur le prix des gemmes et de l'or. Ce sont entre autres les défis du nouveau ministre des Mines et des Ressources stratégiques qui a pris ses fonctions aujourd'hui, en plus d'établir le nouveau code minier. Un reportage signé Ruth Christelle Rakout-Malal et Yves Janel. Plus de 6 milliards d'ariars en devises auraient dû être rapatriés à Madagascar en 2021, mais seulement environ 5 583 milliards d'ariars ont été restitués. Le secteur de l'extraction d'or et des pierres précieuses a le taux de rendement de devises le plus bas puisqu'il n'est que de 2,21%. C'est l'une des raisons pour lesquelles la délivrance des permis d'extraction d'or a été temporairement suspendue en 2020. De plus, selon un rapport reçu par la Banque centrale de Madagascar avec une université étrangère, environ 10 à 12 tonnes d'or ont été exportées à Madagascar en 2015, dont 7 tonnes ont été exportées illicitement. Pour y remédier, le ministère des Mines et des Ressources stratégiques travaille déjà sur un nouveau plan stratégique. Il s'agit entre autres de fixer une valeur de référence interministérielle, ministère des Mines, ministère de l'Économie et des Finances, secrétaire d'État chargé de la gendarmerie, sur le coût de l'or ou des gemmes. Par ailleurs, concernant la réforme du code minier, des discussions sont encore en cours afin que l'extraction minière soit bénéfique à tous les acteurs. La passation de service entre le Premier ministre qui a assuré l'intérim du ministre des Mines et des Ressources stratégiques, c'est Christian, et le nouveau ministre Olivier Rakout-Malal s'est tenue ce matin à Panjanumbi. Les travaux de développement dans les collectivités de base ne dépendent pas de la couleur politique, selon le sénateur Richard Ramanambiten aujourd'hui, durant la rencontre avec les maires dans le district d'Avarajan. Cette rencontre, qui est la suite de l'atelier Sénat et développement, partage et débat entre les maires et les autorités étatiques de base, les députés, ainsi que les sénateurs ont marqué cette rencontre. Reportage de Rad Ramananzatouv et Anzara Razonarville. Il s'agit d'une occasion où les maires ont pu apporter leurs souhaits et les doléances de la population devant le sénateur qui est le parrain des collectivités territoriales décentralisées. Pour le district d'Avarajan, les doléances des maires ont été axées sur le transport et l'approvisionnement en électricité de la Jirama. Ils ont demandé plus d'explications sur la situation actuelle aux responsables de ces domaines qui sont venus à cette rencontre aujourd'hui. Ils attendent des actions concrètes après cette rencontre. Ils ont également proposé des solutions, comme ce qui a été fait dans les autres districts. Cette rencontre, qui s'est tenue dans le district d'Avarajan aujourd'hui, fait suite à l'atelier sur le thème « Le Sénat et le développement ». Outre le partage, des enseignements et des formations ont été octroyés aux maires dans ce district. Cette rencontre du Sénat avec les maires se poursuivra dans d'autres districts. Voilà pour ce qui est des actualités politiques. Parlons de l'affaire de la Fédération Sport Boule de Madagascar. Les dettes justement de cette fédération malagasy de boule durant le championnat mondial de pétanque en Espagne à la Fédération internationale de pétanque ont été déjà payées. Tous les problèmes liés à cette affaire ont été réglés après que l'État malagasy, par le biais du ministère de la Jeunesse et des Sports, s'est acquitté de l'hébergement en Espagne qui a été à l'origine de ce communiqué qui a annoncé les sanctions de Madagascar dans cette discipline de pétanque. Les détails avec Anzar Azonalville, Rad Ramananzatouf et Secha Rangenas. La Fédération Sport Boule de Madagascar, ou FSBM, est sortie de son silence aujourd'hui après la publication du communiqué annonçant les sanctions de Madagascar sur les réseaux sociaux. Selon le président de la SFBM, ce communiqué avait déjà été sur les réseaux sociaux avant qu'il soit au courant et qu'on le lui a adressé. Mercredi dernier, le communiqué a été publié sur les réseaux sociaux et le président du FSBM n'a reçu la lettre par email que jeudi dernier, selon lui. Il a tenu également à souligner que ce n'est pas la fédération qui propage ce genre d'informations sur les réseaux sociaux. Selon toujours ses dires, la politique de la fédération prône une bonne coordination et ce n'est pas dans leur intention de semer le trouble. La Fédération Sport Boule de Madagascar s'est tout de suite penchée sur les solutions afin de préserver la discipline.
Le ministère de la Jeunesse et des Sports a également appuyé la fédération dans la recherche de solutions. Amir Andjialemirou Vasson, président du FSBM, affirme que la fédération avait déjà fait une demande de participation au championnat du monde de pétanque au Danemark au mois de mai prochain. La participation de Madagascar à ce championnat Danemark sera prise en charge par Telma, notamment l'hébergement et l'inscription. La Fédération internationale de pétanque n'a pas répondu à la demande de la FSBM, mais elle a envoyé ce communiqué qui stipule que leurs dettes devront d'abord être payées, selon toujours ce président. La FSBM et le ministre de la Jeunesse et des Sports se sont concertés pour remédier au problème et mardi dernier, le paiement a été effectué à travers un virement bancaire à la Fédération internationale de pétanque en Espagne. Le paiement est vérifiable auprès de la FSBM selon son responsable. Ainsi, la Fédération Sportball de Madagascar attend la réponse à la Fédération internationale de pétanque concernant la participation ou non de Madagascar au championnat du monde au Danemark en mai prochain. Dans les actualités internationales de ce soir, le maire de Melitopol, dans le sud de l'Ukraine, enlevé le 11 mars par les Russes, a été libéré, ont annoncé les autorités ukrainiennes. France 24. Ivan Fedorov apparaissait sur ces images la semaine dernière, peu de temps avant son arrestation par les troupes russes le vendredi 11 mars. Le maire de la ville de Melitopol a finalement été libéré mercredi. Peu après, le président ukrainien s'est entretenu avec lui au téléphone. Kiev a fait savoir ce jeudi que la libération de Fedorov avait été obtenue en échange de 9 soldats russes prisonniers. Le maire de 33 ans de la ville de la région de Zaporozhye, dans le sud-est de l'Ukraine désormais occupée par les Russes, avait été accusé de terrorisme. Il aurait été emmené dans la ville de Louhansk, dans la région séparatiste du même nom, et remplacé à la tête de la municipalité par cette femme, Galina Danilychenko, jusque-là sa principale opposante. Mais après son enlèvement, la population de Melitopol avait multiplié les manifestations contre les forces d'occupation. Dimanche, c'est Yeven Matveyev, autre maire d'une ville située 80 km plus au nord, Nirporodne, qui a été à son tour enlevé. Odessa est la ville de tous les échanges commerciaux entre l'Ukraine et le reste du monde. Le port de la mer Noire devrait être la prochaine cible de l'armée russe. L'attaque viendrait par la mer. Pour l'heure, les navires russes patrouillent au large. France 24. Ce sont des taches lumineuses sur des photos satellites. Au moins 14 navires de la marine russe qui approchent à une cinquantaine de kilomètres d'Odessa sur la mer Noire. Invisible encore depuis la côte. Mais à ce poste de surveillance improvisé au bord de la plage minée, les militaires ukrainiens savent qu'il s'agit de navires de déchargement de troupes et de chars, de navires d'assaut amphibies, de lanceurs de missiles. On accentue notre surveillance, on enregistre tous les mouvements à l'horizon. On a vu aujourd'hui quelques bateaux russes de reconnaissance, on sait où ils sont, ils ne peuvent pas nous prendre par surprise. Les forces russes s'apprêtent-elles à lancer un assaut maritime sur ce port stratégique de la mer Noire ? Sur l'une des plages du centre, les volontaires accélèrent la construction de tranchées. Et chantent l'hymne ukrainien pour affronter leur ennemi qui approche. On va les faire couler, ils serviront de nourriture aux poissons. Chacun à son niveau accentue ses efforts pour la défense territoriale. Ce garagiste, fin connaisseur de la façon dont crever les pneus des véhicules, fabrique des herses à la chaîne. Ça peut se déplier sur une largeur de 10 mètres, donc on peut bloquer 2 lignes de véhicules. Mais pour beaucoup, cette menace russe persistante et les nuits d'incertitude deviennent insupportables. À la gare, les trains se remplissent direction Lviv, puis l'étranger. On est venu se réfugier à Odessa parce qu'on fuyait les bombes à Mykolaiv. Et maintenant, il y a tous ces bateaux à Odessa. Nos mains tremblent, notre cœur bat, on a peur, c'est un cauchemar. Voir ces bateaux, c'est un choc. Pour les autorités locales, pas de doute, cet assaut maritime n'est plus qu'une question de jours, voire d'heures. Désormais, à chaque fois que la sirène retentit dans les rues d'Odessa, les habitants se demandent si cette attaque tant redoutée a commencé.
Et au-delà de Kiev, la Russie élargit son offensive et frappe désormais l'ouest de l'Ukraine. Après une base militaire proche de la Pologne, dimanche, une tour de télévision a été détruite lundi dernier près de Rivne. 20 personnes ont été tuées. France 24 toujours. Dans les décombres de la tour de télévision de Rivne, les corps d'une vingtaine de ses gardiens. Le gouverneur régional a promis de rétablir l'antenne sous 2 jours et a fait l'éloge des secouristes. Зробили все, що могли. В 5:22 був вибух. Перший екіпаж прибув туди буквально 5:27. Sous les studios de télévision du centre-ville, la cave où est stocké le vieux matériel est devenue un abri. Rivne elle-même n'a pas été touchée, mais le son des sirènes est quotidien. 2 чи 3 рази таке було, що переривали випуски новин. Коли ми знаходимося тут на роботі, ми постійно спускаємося в бомбосховище, але після вчорашніх подій, то, напевно, вже більш відповідальніше, вже більш скоріше сюди намагаєшся добігти. Це не випадкові були якісь влучання в телевежу, тому що завжди намагаються забрати в людей доступ до інформації. L'abri est aussi utilisé par les voisins du quartier, comme Oleg. Понеділок зранку вже телебачення сигналу не було. Une fois l'alerte levée, il nous invite chez lui. Не один канал не працює. По селах люди дуже переживають, немає новин. Такий час, коли люди хочуть знати, що робиться в нас. En ville, les habitants peuvent capter la télévision par le câble ou par Internet. Tetiana, tout juste remontée de l'abri, se prépare pour son journal. Ми прослідкували, то за цей час, слава Богу, нічого не сталося, принаймні такого. Elle souhaite continuer à travailler. Я вважаю, що я тут потрібна. Це теж одна з тих причин, чому не хочу. І не хочеться полишати своє рідне місто. Pourtant, le journal diffuse le portrait d'un volontaire local qui conduit des gens en Pologne. Une destination qui est dans toutes les têtes. Від початку війни йому вже вдалося вивезти 1690 осіб. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Je vous remercie de nous avoir suivis jusqu'à son terme. Très bonne continuation sur notre chaîne. Et justement après votre série Revenge. Très bonne soirée à tous sur Viva. Au revoir.